Cher modérateur, chers collègues, je remercie la FEF et tout particulièrement le réseau Jeune de m'avoir donné l'opportunité de présenter cet article ce jour portant sur les hépatites aiguës sévères survenant après prise de paracétamol à dose thérapeutique, étude prospective. Comme vous le savez probablement tous, le paracétamol reste encore aujourd'hui le médicament le plus prescrit et l'antalgique le plus utilisé dans le monde et tout particulièrement en France. En effet, le dernier rapport ANSM publié en 2018 observait une augmentation de la consommation de paracétamol en France en 10 ans de près de 50%. À dose thérapeutique recommandée, soit moins de 4 grammes par jour en cas de prise aiguë ou moins de 3 grammes par jour en cas de prise chronique, ce médicament est relativement sûr et bien toléré. Les seuils toxiques décrits dans la littérature sont une prise de plus de 10 grammes ou chez l'enfant, de plus de 150 mg par jour chez l'enfant. Paradoxalement, malgré le fait qu'il existe des règles de bonne pratique, le paracétamol reste encore aujourd'hui la première cause d'hépatite aiguë sévère dans les pays développés. Si on s'intéresse cette fois au métabolisme du paracétamol, quand il est pris à dose thérapeutique, il est principalement sulfuro- et glucurino-conjugué permettant d'avoir des métabolites non toxiques. Dans moins de 10% de cas, le paracétamol est métabolisé par le cytochrome P450-2E1 en métabolite réactif, notamment le N-acétyl-P-benzoquinonimine, qui, lorsqu'il n'est pas détoxifié par le glutathion et notamment par son précurseur qui est la N-acétylcystéine, entraîne des lésions au niveau hépatocytaire, notamment de la mort cellulaire. Que se passe-t-il quand on consomme de l'alcool? Il y a deux mécanismes qui peuvent expliquer l'augmentation de la toxicité. Le premier est dû à une augmentation et à une induction enzymatique du cytochrome P450-2E1 et par conséquent, il a une plus grande proportion de NABQI et via des lésions covalentes aux organelles et aux protéines hépatocytaires, cela entraîne une nécrose au niveau cellulaire. De plus, chez ces mêmes patients qui ont une consommation d'alcool, on a une déplétion en glutathion qui, je vous le rappelle, permet de détoxifier le NABQI. La lésion dangereuse entre la consommation d'alcool, notamment chronique, et le surdosage a été montrée dans des papiers qui s'intéressaient au surdosage en paracétamol. Dans cette très belle étude scandinave qui date déjà un tout petit peu, ils se sont intéressés aux patients qui consultaient pour surdosage en paracétamol. Ils ont classé les patients en deux groupes, soit des patients qui consommaient le paracétamol à haute dose à visée intentionnelle ou alors qui le consommaient accidentellement. Il y a deux informations qu'il est important de noter dans le groupe consommant du paracétamol à haute dose à dose accidentelle. La première, c'est que près de 2/3 des patients avaient une consommation chronique d'alcool. La deuxième information à noter, c'est que même si la consommation moyenne de paracétamol était 2 fois moins importante dans ce groupe, les patients avaient des critères clinico-biologiques beaucoup plus sévères et le taux de mortalité dans ce groupe était beaucoup plus important. Ces résultats ont été confirmés quelques années plus tard par cette étude publiée dans Hépatologie en 2002. De là est né le concept de mésaventure thérapeutique au paracétamol qu'on peut définir par une hépatite aiguë sévère survenant en cas de prise thérapeutique de paracétamol définie à moins de 6 grammes par jour. Malheureusement, ce concept a été décrit dans une étude rétrospective de cas rapportés et l'existence a été rapidement mise en question, notamment en raison de la faible fiabilité de l'interrogatoire et du niveau de preuve faible de l'étude. Le papier que je vais donc vous présenter s'est donc attelé à caractériser la mésaventure au paracétamol, notamment les facteurs de risque, le profil clinico-biologique des patients et notamment de comparer le pronostic des patients qui présentaient une mésaventure par rapport aux patients qui consultaient pour un surdosage en paracétamol. Le papier avait aussi pour but d'identifier les facteurs de l'hôte associés à la sévérité clinique définie par les critères du King's College et de définir les facteurs prédictifs de survie sans transplantation hépatique. Tous les patients hospitalisés aux soins intensifs gastro-entérologiques de Lille pour hépatite aiguë sévère entre 2002 et 2019 ont été inclus dans la cohorte.
Il est important de noter que les patients qui avaient des signes clinico-radio-biologiques évidents de cirrhose étaient exclus de la cohorte. L'interrogatoire était effectué de façon systématique, soit auprès des patients et ou auprès de leur famille, et permettait d'évaluer les consommations moyennes de paracétamol et surtout d'alcool. La définition de buveur excessif était celle proposée par Corao en 1998, et il est important de noter que tous les patients bénéficiaient de N-acétylcystéine. Concernant les variables quantitatives et qualitatives, elles étaient comparées en utilisant des tests paramétriques et non paramétriques. La survie était évaluée selon la méthode de Kaplan-Meier et la comparaison des survies entre groupes était évaluée par le test de log-rank. Si on s'intéresse cette fois au diagramme de flux, entre 2002 et 2019, 623 patients étaient hospitalisés pour hépatite aiguë sévère. Parmi ces patients, 400 étaient hospitalisés pour hépatite aiguë sévère liée au paracétamol, parmi lesquels 89 étaient hospitalisés pour mésaventures et 311 pour surdosage en paracétamol. Si on s'intéresse cette fois aux caractéristiques cliniques de la population, alors le fait important à noter, c'est que les patients qui consultaient pour mésaventures au paracétamol étaient plus âgés que les patients qui consultaient pour surdosage, mais il est surtout important de noter que dans le groupe de patients consultant pour mésaventures, près de 94% des patients avaient une consommation excessive et chronique d'alcool contre 35% dans le groupe surdosage. De plus, comme attendu, la consommation d'alcool moyenne dans ce groupe était autour de 80 grammes contre 0 grammes dans le groupe sans surdosage. Concernant la posologie de paracétamol prise, comme attendu aussi, elle était beaucoup plus faible dans le groupe consultant pour mésaventures au paracétamol, avec une durée plus importante dans le groupe consultant pour mésaventures. Si on s'intéresse cette fois au caractère clinico-biologique, on observe que dans le groupe de patients consultant pour mésaventures au paracétamol, les patients avaient des paramètres de gravité beaucoup plus importants, y compris quand on se basait sur les critères du King's College. Et au niveau clinique, il y avait beaucoup plus d'encéphalopathie dans le groupe consultant pour mésaventures au paracétamol. Si on s'intéresse cette fois au motif de prise de paracétamol, comme attendu dans le groupe surdosage, la principale raison de prise de paracétamol était à visée suicidaire. Et il est important de noter que dans le groupe mésaventures, près de 45% des patients prenaient du paracétamol pour des douleurs abdominales. Concernant l'évolution des critères, des paramètres clinico-biologiques, si on s'intéresse par exemple aux azates, le taux d'azate était significativement plus élevé chez les patients consultant pour mésaventures à l'entrée aux urgences, avec un taux qui avait tendance à être le même à l'entrée aux soins intensifs gastro. Et après l'entrée aux soins intensifs gastro, on avait une diminution qui était calquée sur celle observée chez les patients consultant pour surdosage. De même, on avait une évolution parallèle de l'évolution du taux d'azate et il est important de voir que les paramètres de coagulation, le TP et le facteur 5, avaient tendance à évoluer de façon similaire dans les deux groupes. Le taux de gamma-GT, au vu de la consommation excessive et chronique d'alcool dans le groupe mésaventures, était bien entendu plus élevé dès l'admission et au cours du suivi. En analyse unie et multivariée, les facteurs associés à la gravité clinique selon les critères de King's College étaient principalement en analyse multivariée l'âge, la consommation excessive d'alcool et la durée de prise de paracétamol. Si on s'intéresse cette fois à la survie des patients à 1 mois, il est très important de noter que les patients qui avaient une mésaventure au paracétamol avaient une moins bonne survie en comparaison à celle observée chez les patients qui consultaient pour surdosage en paracétamol. Et ces constatations étaient identiques si on s'intéressait à la survie sans transplantation. Enfin, si on s'intéresse aux facteurs associés à la survie en uni et multivariée, en analyse multivariée, parmi les 5 paramètres observés, seuls 2 étaient significativement associés au risque de décéder à 1 mois, à savoir l'âge et, plus important encore, les paramètres du King's College.
En conclusion, si on doit retenir quelques messages, ce sont les suivants. Le premier, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, la mésaventure au paracétamol n'est pas un événement rare et qu'il est très important d'interroger nos patients qui consultent pour hépatite aiguë sévère. Le deuxième élément à noter, c'est que ces patients qui consultent pour mésaventures ont un profil clinico-biologique beaucoup plus sévère que les patients qui consultent pour surdosage au paracétamol. Et s'il y a une phrase que j'aimerais que vous reteniez ce soir et que vous diffusez auprès de nos collègues, c'est que, à l'initiative de ce qui avait été fait pour les antibiotiques, le paracétamol, ce n'est pas automatique. Je tiens à remercier tout particulièrement tous les internes et CCA qui ont participé au remplissage de cette base et je ne pouvais pas finir cette présentation sans remercier tout particulièrement le professeur Mathurin et plus encore le professeur Louvet. Merci beaucoup. Merci Link. Alors, mea culpa, je n'avais pas encore lu votre papier. Tu as dit donc dans la sélection des patients que vous avez exclu les patients qui présentaient des clairs signes de cirrhose à l'inclusion à l'entrée en soins intensifs. Est-ce que vous avez fait après une analyse a posteriori chez les patients qui avaient les mauvais pronostics, vous avez trouvé quelques cirrhotiques du fait de la consommation alcoolique chronique et si dans ce sous-groupe la survie elle était différente? Non, je ne sais pas si c'est clair la question. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais je vais essayer de répondre. Non, il n'y avait pas en fait, non, il n'y avait pas de cirrhotique dans l'analyse, la sous-analyse. Et la deuxième question, je ne me rappelle plus. C'était ça. Si vous avez trouvé des cirrhotiques dans les sous-groupes avec les mésusages de paracétamol et s'il y avait des différences de survie dans ce sous-groupe. Ok, merci. De rien. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Merci beaucoup, Lina.